Alors bon, merci de m'écouter. Je vais parler de l'Auvergne, mais en fait, je ne vais pas trop parler de l'Auvergne. C'est-à-dire que, bon, l'idée générale, c'est qu'effectivement, l'Auvergne romane était une espèce d'ensemble clos qui se suffit à lui-même et qui était en dehors des courants, des voyages, et on verra des exemples et des contre-exemples. Et ceci est assez intéressant à voir parce que depuis la découverte de l'art roman, c'est-à-dire depuis les années 1820-1830, il y a eu d'abord, l'Auvergne était présentée comme précurseur de l'art roman, très novatrice, et puis par la suite, à partir des années 1860-70, elle est considérée comme une région isolée, un isolat rural qui était en retard de tous les modèles et les évolutions. Donc ici, vous voyez l'église de Saint-Nectaire. Donc les datations oscillent depuis 1824 entre des chercheurs qui la datent donc des années 980-1020 pour simplifier, et d'autres des années 1080-1120. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais effectivement, il y a des cas assez surprenants. Ici, c'est la chapelle du château de Murol. Donc vous avez le château de Murol qui est au pied du Sancy. À gauche, vous avez l'abside romane. Et à droite, l'abside qui a été faite par le seigneur de Murol dans les années 1480, du pur style roman. Or, Guillaume de Murol a voyagé dans toute l'Europe. Il était neveu de l'évêque de Genève, puis il passe à la cour pontificale, il fait partie de la cour pontificale, il va aux Pays-Bas, en Allemagne, il va en Espagne, enfin péninsule ibérique, il va en Italie, et donc, y compris à Italie du Sud, dont Naples et surtout Rome, et donc il est au fait de toute la connaissance artistique, architecturale de son époque-là, et lui, il revient et fait une pure chapelle romane. Donc soit c'est un crétin marqué par un activisme, une consanguinité assez marquée, soit c'est une démarche très subtile et très intellectuelle, c'est-à-dire qu'il a fait un tombeau à la romane, c'est-à-dire que ce n'est pas une chapelle, mais c'est un mausolée dans lequel il y a son tombeau, et il ancre la mémoire et la postérité de sa dynastie grâce à un monument à la mode romane. Donc déjà, on a quelque chose qui est tout à fait paradoxal et intéressant. Mais avant de présenter d'autres cas de l'Auvergne, je voudrais parler de nos méthodologies et de nos écueils, que ce soit les historiens de l'art et les archéologues. Le premier, quand on parle des déplacements, des mobilités, des voyages, des transferts, on a tout un vocabulaire qui est issu de notre vocabulaire du XXe et XXIe siècle, qui est un vocabulaire principalement économique. Donc là, vous avez des articles, des mots que j'ai récupérés dans des articles: réception, circulation, symétrique, asymétrique, national, international. Pour le Moyen-Âge, c'est déjà un peu ahurissant. Transfert, comme les transferts de footballeurs, etc. Route, migration, évolutionnisme, etc., etc. Donc déjà, on a un outil intellectuel et un bagage qui est nos propres outils, que certains chercheurs remettent évidemment en cause, mais que l'on emploie de façon un peu généralisée, puis qu'on répète sans trop se poser de questions. Ici, on a aussi un problème de cartographie. Je vais insister lourdement. Donc, ici, vous avez la première chose qui a figé la recherche, ce sont donc, dès l'apparition de l'art roman, le terme d'art roman, en 1824, 1830, avec un monsieur qui s'appelle Arcis de Caumont, et puis bon, ses collègues normands, on découpe la France en provinces, mais ce sont les provinces de l'Ancien Régime. C'est-à-dire on revient en arrière juste avant la Révolution, les provinces de l'Ancien Régime, mais qui ne correspondent pas du tout aux provinces du XIe, XIIe siècle. Donc on fait l'Auvergne, la Bourgogne, le Languedoc, etc., etc. Et donc ça va générer un gel de la recherche, parce que chaque région a sa population, sa race, hein, le terme était utilisé à l'époque, son climat et ses productions artistiques, et tout marchait en vase clos. Le deuxième problème que l'on a, c'est les cartographies. Alors ça, on a des problèmes de régionaux, nationaux, des visions donc sur des régions, des territoires qui ne sont pas forcément des territoires identiques au Moyen-Âge. Et puis après, on a des visions très limitées. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, mais ça, c'est les cartes des grandes invasions. Vous les voyez partout, partout, partout. Qu'est-ce qui se passe? C'est les populations germaines, barbares, qui sont en périphérie de l'Empire, affluent
dans l'Empire romain dans les années 350-476, pour simplifier, parce qu'ils sont poussés par des populations mongoloïdes, les Huns. Et dans toutes les cartes, vous verrez une flèche qui arrive en haut à gauche. Et puis voilà. Donc les Huns, on dit, oui, ils sont vers la mer Noire, etc. Quand on voit des phénomènes beaucoup plus larges, et on sort du Moyen-Âge, on touche de l'Antiquité au Moyen-Âge et à l'époque moderne, et qu'on est sur des échelles continentales, eh bien, ces Huns font partie d'un processus extrêmement long qui commence au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui est le déplacement de populations d'Asie centrale qui, ne pouvant pénétrer en Chine parce que les royaumes combattants, les Han, construisent une série de murailles que vous connaissez tous, la Grande Muraille de Chine, enfin un système militaire, il y a un glissement qui se fait vers l'ouest. Alors on ne connaît pas très bien ce mouvement. Il y a entre les Xiongnu, qui sont des populations citées par les textes chinois, et nos Huns à nous avec Attila. Il y a des trous dans la raquette, bien sûr. Les chercheurs en Mongolie, puis aussi en Russie, font des découvertes récentes tout à fait remarquables. Mais enfin, voilà pourquoi il y a un phénomène beaucoup plus large que celui de notre petit spectre européen. Parce que là aussi, on croit que l'Europe, c'est un continent, alors que ça fait partie de l'Asie. J'ai mis une autre flèche en diagonale, c'est les populations scandinaves qui, d'après un texte grec byzantin, jordanais, explique que des populations scandinaves descendent le long de la Pologne pour arriver en Ukraine pour former des populations gothiques, visigoths et ostrogoths. Ce glissement, ça, c'est une route, on en a parlé tout à l'heure, c'est simplement la route de l'ambre, la route des ivoires de Morse, etc., qui date et qui remonte à la plus vieille Antiquité, puisque j'en reparlerai. Dans l'Italie et la Grèce archaïque, on trouve déjà des ivoires qui viennent de cette région-là. Donc on voit qu'il y a des phénomènes qui sont de très grande ampleur. Je n'ai pris que cet exemple, on aurait pu prendre aussi les contacts avec surtout l'Inde et l'Afrique. Un autre élément de toutes ces mobilités, on en vient d'en parler, ce sont les Scandinaves. Les Scandinaves, il y a trois grandes phases. Une phase de raid et d'attaque avec la première, c'est l'abbaye de Lindisfarne, dans les années 793, pour simplifier. Puis, il constitue une vague territoriale très importante, d'attaque territoriale, d'abord sur la mer du Nord, puis la façade atlantique, puis la Méditerranée. Vous voyez les zones en vert. Mais en même temps, ils font une route, cette fameuse route de l'ambre, qui part de la Scandinavie, qui va sur la Caspienne et la mer Noire, où là, ils ont des contacts avec la route de la soie et les populations byzantines, les cultures byzantines et musulmanes, puisqu'il y a un des seuls témoignages sur les mœurs et les rites funéraires des Scandinaves, c'est par un chroniqueur musulman. Puis deuxième phase, c'est la construction de royaumes. Alors bon, il y a bien sûr des établissements en Angleterre, la Normandie dont on parle, et après bien sûr les conquêtes de l'Angleterre, les conquêtes de l'Italie du Sud. Le problème, c'est qu'on voit ces Vikings comme, enfin, ce qu'on appelle les Vikings, mais ces Scandinaves comme un phénomène, mais ils ne sont que les révélateurs, parce qu'ils sont relativement bien documentés, de mouvements permanents. Et ne serait-ce que quand on lit les chroniques de Grégoire de Tours, qui sont antérieures, bien sûr, pour l'époque mérovingienne, et les textes carolingiens, on voit aussi des mouvements permanents dans un espace qui n'est pas du tout fermé, qui est notre Europe occidentale. Une anecdote, bien sûr, sur le Drakkar d'Osberg, vous avez quelqu'un habillé, assis avec les jambes repliées sur elles-mêmes, et puis le fameux trésor d'Elgo, où on trouve un Bouddha qui, normalement, est un Bouddha qui a été fabriqué en Afghanistan, ou Pakistan, et ou au nord de l'Inde, et qui a été trouvé dans une tombe scandinave. On peut parler aussi des trésors de monnaie arabe, mais voilà, les Scandinaves ont l'avantage de n'avoir aucune frontières intellectuelles ni religieuses, ils se servent de partout, et en même temps, on voit qu'il y a une espèce d'ouverture d'esprit d'adaptation. Mais le fait de les démarquer par rapport au reste des populations européennes, ça, à mon avis, c'est une erreur. Cette plasticité, cette curiosité, cette ouverture, elle n'est pas que spécifique à ces populations qu'on appelle vikings. Un autre exemple aussi pour les cartographies. C'est-à-dire que pour le Moyen-Âge, on considère que les gens pensaient que la Terre était plate avec
des cascades et puis des monstres marins. Et donc ça, c'est une vision complètement ridicule, mais c'est un peu la complexité des cosmologies médiévales qui font que sont juxtaposés dans des mêmes ouvrages plusieurs types de représentations du monde, et de l'univers et du cosmos. Alors, je parle des Beatus de Liabena. Premier exemple aussi de circulation. Un manuscrit a été fait à Liabena autour du 8e siècle. Il a disparu, mais on ne le connaît que par ses copies dans la péninsule ibérique et dans le sud de la France, à Saint-Sever. Le monument, ça, c'est une circulation par abbaye. Hein. On a, à la fin, les copistes ou les écrivains écrivent qu'ils ont passé beaucoup de temps à écrire ce manuscrit. Mais ces Beatus montrent vraiment une vision du monde de selon Saint-Augustin qui est de deux mondes. Le monde terrestre qui a plusieurs dimensions, la longueur, la largeur, l'épaisseur, enfin les trois dimensions, le temps et la pesanteur. Ça, c'est notre monde terrestre parce que c'est le péché originel, c'est la condamnation de le monde et le temps, bien sûr. Le temps cyclique, les années, la mort. Et après, donc, il y a le monde céleste qui est séparé. Donc, on va avoir des représentations terrestres de notre monde terrestre. Ici, vous avez la création du monde sur un des Beatus de Gérone. Ici, c'est la représentation du monde terrestre, suivant la représentation issue de l'Antiquité de Ptolémée, avec l'Europe à gauche, l'Afrique à droite, l'Asie en haut, et au centre la Méditerranée et Jérusalem. Ici, c'est une représentation différente parce qu'on a sur l'enfant élu de Dieu qui est pour sauver le monde et l'enfer. Donc là, il y a deux espaces, deux mondes, le monde céleste et le monde souterrain, un monde souterrain négatif, le monde infernal. Ces représentations du monde, alors, elles étaient d'abord sur des manuscrits et puis après, elles changent de support au cours du temps, puisque ce manuscrit de Liabena et ses représentations vont avoir un succès considérable. On trouve bien sûr le tapis de la création de Gérone, qui reprend exactement la Bible de Rhodes, et le plus célèbre, bien sûr, c'est le Beatus de Saint-Séver, avec la fin des temps, qui sont recopiés sur le tympan de Moissac. Donc là, c'est le monde... C'est la jonction de ces deux mondes. Le Christ apparaît du ciel sur le monde terrestre. Et ça, c'est aussi une représentation qui n'est pas une cartographie exacte, mais qui est l'essai de représenter l'irreprésentable. Enfin, pour Vézelay, le tympan de la Pentecôte montre donc la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, le Christ, les apôtres dessous, autour, en périphérie, le célèbre zodiaque et les peuples de la terre, dont, ici, vous avez un détail. Parmi ces peuples de la terre, vous avez un médecin qui guérit un malade, et il symbolise les musulmans. Le savoir, c'est le médecin arabe. Et à côté, vous avez les cynocéphales, c'est-à-dire des êtres humains à tête de chien qui représentent les populations de l'Inde. Donc, vous voyez que là, il y a une gradation qui va du connu au symbolique à l'extraordinaire. Et ça, c'est bien sûr une espèce de combinaison entre le savoir des connaissances terrestres et des connaissances célestes et de la religion. On a exactement la même cosmographie, entre guillemets, dans les églises romanes, enfin celles qui possèdent plus ou moins leur iconographie première. Par exemple, à Saint-Nectaire, eh bien, en rouge, c'est les chapiteaux avec les scènes historiées les plus sacrées, qui renvoient donc à l'Apocalypse, à la fin des temps et à la Passion du Christ. Puis autour, vous avez, et à l'entrée, pardon, aussi, comme à Notre-Dame-du-Port. Et puis autour, vous avez des cercles avec des personnages figurés non historiés, en marron, et des végétaux, qui sont, eux, en périphérie. Donc voilà pourquoi on a ce type de représentation. Mais la connaissance géographique, elle existe. Et alors on a un premier problème, c'est la copie de la table romaine de Peutinger. C'est une longue table en rouleau qui fait 6,80 m sur 30 cm de hauteur, qui représente la partie de la côte occidentale a disparu, mais qui va jusqu'aux confins de l'Inde. Enfin, on touche probablement la Chine avec les voies romaines, avec les étapes, avec les relais, etc. Et il y a très peu d'erreurs. Et ça, c'est tout à fait passionnant parce que c'est une copie d'un document. L'original est à peu près daté du IVe siècle après Jésus-Christ. C'est une copie du XIIe siècle et il n'y a pas d'erreur. Donc là, il nous manque quelque chose aussi sur ces représentations cosmographiques.
Donc la cosmographie de Ravenne, hein, qui est, vous voyez ce schéma, on peut avoir différents modèles de connaissance des données, mais là aussi, il faut se dire que le savoir passe aussi par le secret et les routes et les itinéraires aussi peuvent faire l'objet de protection à la fois militaire et puis aussi économique. Et puis, bon, on en a parlé hier aussi, c'est le fameux géographe Halle Idrissi qui vient à la cour des rois de Sicile, les Normands, et qui crée cette carte qu'on connaît tous, donc vers les années 1100. Alors, vue comme ça, elle nous paraît un peu bizarre, mais quand on la retourne, elle apparaît, quand on met le nord en haut, elle apparaît tout à fait évidente, même si vous voyez que on est très précis sur les zones qu'on connaît et que plus on va vers l'extérieur, plus on devient vague, c'est-à-dire sud de l'Afrique et puis vers la Chine, là où il y a vraiment des manques. Donc cette révolution de la cartographie, c'est les Abbassides qui l'a créée au 8e siècle et qui créent une véritable géographie. La science géographique, la cartographie, c'est les musulmans. Et elle n'est pas uniquement confinée à Bagdad, pardon, mais elle va se développer dans de très nombreux centres de recherche. Et par contre, elle va monter très lentement. On aura des tentatives au XIe siècle, mais elle ne touchera l'Europe, enfin les chercheurs européens, qu'à partir du XVe siècle. Voilà à peu près un petit peu pour replacer un petit peu nos façons de voir des espaces connus, des espaces supposés, des espaces imaginés, des espaces présupposés qui pouvaient marquer, qui sont autant de vecteurs à prendre en considération pour la recherche. Alors maintenant on revient à l'Auvergne. Donc ici, simplement sur ces petites images, vous avez à gauche des statues qui sont des sculptures de chapiteaux qui sont faites à Notre-Dame-du-Port, à Clermont-Ferrand, avec un sculpteur qu'on appelle Bernard. Ici, vous avez cette scène donc, de la tentation du Christ à Notre-Dame-du-Port. Et ici, la même scène à Saint-Nectaire, vous voyez que c'est réalisé par le même sculpteur. Là, il n'y a aucun doute, hein, c'est plusieurs chercheurs comme Louis Breillet, entre autres, hein, qui ont précisé ses appartenances stylistiques. Un autre exemple aussi à Notre-Dame-du-Port, la lutte des démons et des anges. On la retrouve à Saint-Nectaire, le même sculpteur. Et par contre, à Saint-Julien de Choria, on retrouve la même scène, mais faite par un sculpteur peut-être un peu plus maladroit. Ces circulations locales, on peut les étaler un peu plus. C'est-à-dire que, par exemple, à Saint-Pierre-de-Mozac, ici, ah non, je me suis trompé, voilà. À gauche, à droite, vous avez un chapiteau de Saint-Pierre-de-Mozac. Et on le retrouve, le même sculpteur, quasiment le même thème, à Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers. Donc on peut faire une petite cartographie régionale qui confirme effectivement, à première vue, cette idée d'isolat, c'est-à-dire que de toutes les églises romanes d'Auvergne, donc la carte est un peu incomplète, mais ces lignes, ces vecteurs montrent des œuvres faites par des mêmes sculpteurs. Ça va grosso modo de Chanteuge, Brioude jusqu'à Mozac, le nord de la région de Clermont-Ferrand, et avec donc cette petite exception à Poitiers. Ce qui va renforcer aussi le problème de l'isolat auvergnat, c'est que les églises présentent, beaucoup d'églises présentent le même plan, ce qu'on appelle les églises de pèlerinage. Alors la théorie vient d'Auguste Bouillet en 1883. Qui dit, ben voilà, le long des routes de pèlerinage, il y a des églises identiques, donc je vais les qualifier d'églises de pèlerinage. C'est un tout petit article. Mais cet article aura un succès phénoménal. Émile Malle, Élie Lambert, et puis Kenneth John Conan, qui est un remarquable archéologue, qui fait cette planche et qui est copiée partout. Et souvent, on oublie de citer Kenneth John Conan. Donc vous voyez, c'est quand même de 1883 à 1859. Alors, le problème de ces routes de pèlerinage, c'est la chronologie. Bouillet, vous voyez l'origine en Auvergne et le phénomène se terminait en passant, puis passe à Conques, puis Saint-Sernin de Toulouse, puis arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et par la suite, les autres chercheurs ont inversé plus ou moins le propos, c'est-à-dire que l'Auvergne devient la dernière de la liste. Alors ces routes de pèlerinage, bon, hier Jean-Luc Frey en parlait, donc je vais aller encore plus vite. Le problème, c'est que le livre de Saint-Jacques de Compostelle
a été ultra rendu célèbre grâce à ses traductions, mais il y a des trous dans la raquette. Et ces trous dans la raquette, les chercheurs, avec une liberté totale, comme Élie Lambert, ont créé des routes parallèles annexes, ils ont mis des noms de villes où ils ont inséré des pèlerinages, parce que c'était tellement illogique qu'il fallait rendre le livre logique. Et alors quand on voit la carte d'Élie Lambert avec tous ces pointillés, c'est-à-dire toutes les choses qui ne figurent pas dans le manuscrit, moi j'ai remarqué qu'il y avait... bon, j'ai regardé ce qui sortait dans les années 40, et bien moi je trouve qu'elle est très très proche de la carte des chemins de fer en France. C'est-à-dire on a un système de voies, de réseaux, et c'est tout à fait normal parce que M. Lambert, comme nous on fait, il répète un peu ce qu'il voit en l'imaginant pour le passé. Et ça, bon, les critiques peuvent être acerbes sur les routes de pèlerinage, mais bon, je ne suis pas du tout critique comme garçon. Non, mais enfin, je veux dire que c'est tout à fait remarquable ce qu'il a fait et les autres. Par contre, les gens qui ont repris cette carte sans la mettre en critique ni en perspective, là, par contre, eux, ils outrepassent les choses. Voilà ici ce problème de chronologie. Hein. Donc, les églises suivant Bouillet, les églises auvergnates sont les premières et à partir du XXe siècle, dans les années 1930-1940, là, c'est l'inverse. Les églises auvergnates finissent en queue de peloton, le 12e. Donc ce phénomène-là, plus les régions, ça a enclavé intellectuellement cette vision de la production auvergnate. Quant à ces églises de pèlerinage, ben, en fait, elles ne sont pas que sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous avez l'église abbatiale de Landévennec, c'est en Bretagne, dans le Finistère. Et puis il y a des églises qui ne sont pas de pèlerinage, qui sont paroissiales, prioriales, qui ont toute une série de fonctions et qui échappent. Donc le débat est beaucoup plus ouvert qu'il n'y paraît. Enfin, pardon, par la suite, on va reparler des déplacements au sein de l'Auvergne. Est-ce que l'Auvergne restait entre elles ou se déplaçait? Alors là, c'est un hommage qu'on va tous faire avec Christian Laurençon-Rosa, qui nous a quittés trop tôt. Et dans ses recherches sur la noblesse auvergnate du Haut Moyen-Âge, il a fait la liste, j'ai repris la liste de tous les déplacements de la noblesse, des pèlerinages. Alors vous avez oui, vous n'arrivez à rien à voir, à moins de sortir de chez Afflelou, mais à gauche, c'est le pèlerinage à Rome, à droite, c'est Compostelle-Jérusalem. Donc on a des pèlerinages en 877, 904, 924, 999. Odilon de Cluny, c'est la star, 999 jusqu'en 1026. Guillaume d'Aquitaine, lui aussi, il fait 1033. Il fait plus de 6 pèlerinages. Et chaque fois, ce sont des tours de... Ah, merci. C'est des tournées politiques, c'est-à-dire on contrôle les terres et puis c'est une véritable caravane, une procession, c'est un élément à la fois qui relève de la diplomatie, de la politique, du contrôle territorial et qui montre qu'il y a une activité permanente de la noblesse, de mouvement qui sort du cadre de l'Auvergne ou qui traverse l'Auvergne, que ce soit dans le sens nord-sud, mais le pèlerinage, il faut le rappeler, c'est quand même Rome et Jérusalem. Voilà, ça c'est le... Enfin, Sainte-Foy de Conques, qui est aussi une concurrente sérieuse dans les grands pèlerinages. Alors ici, c'est toujours... le texte a disparu, mais j'ai repris les miracles de Sainte-Foy de Conques, toujours traduits par les mêmes Bouillet, oui, je dis une bêtise peut-être, mais la vie de Conques est intéressante, enfin la vie des miracles de Conques, qu'est-ce que c'est? Première étape, c'est un pieux larcin, c'est-à-dire on vole les reliques à Agen pour les amener à Conques, on fonde un pèlerinage, et là, il y a un travail de publicité pour le pèlerinage. Qu'est-ce qu'il faut? Des miracles. Donc on va faire d'abord un impact de miracle qui se situe dans le Rouergue, c'est-à-dire dans un cercle de 20-30 km autour de Conques, et en même temps on va sortir aussi la Sainte-Foy. C'est-à-dire les reliques, on les promène, on les amène dans des champs, etc. Puis le phénomène va prendre de plus en plus d'ampleur, toucher l'Aquitaine, l'Auvergne, le sud-ouest de la France, la Provence, etc. Et puis après vous voyez que ça se développe sur la Catalogne, une province extrêmement riche, la Bretagne, la frange atlantique et même dans les terres les plus sauvages que sont la Belgique.
Et l'Italie, bien sûr. Mais quand on voit, qu'est-ce que c'est? C'est la création de prieurés, d'abbatiales, mais aussi de mentions de pèlerins qui viennent d'eux. Et ça, c'est, à mon avis, un élément de publicité pour dire, regardez, et on a au cours de l'avancée de l'ouvrage, qui est écrit à plusieurs mains, des miracles qui proviennent de pèlerinages de plus en plus prestigieux. Donc on a un pèlerin qui arrive de Compostelle et qui, miraculeusement, à Conques, retrouve la vue, retrouve oui, enfin bon, vous connaissez la typologie des miracles. Puis on parle de Rome, puis on parle d'Éphèse, puis on parle de Jérusalem. Et ça, c'est pour s'insérer dans la cour des grands pèlerinages. Et Conques va y arriver. Donc avec une mauvaise foi, une escroquerie qui nous choquerait, nous qui sommes des puristes et des êtres d'une honnêteté absolument infinie, ben en fait, on en parlait tout à l'heure, hier, pardon, c'est-à-dire que plus le miracle est gros, plus l'histoire est invraisemblable, et plus elle est sacrée. Et moins elle est véridique. Donc là, il y a un choc culturel radical entre la pensée scientifique musulmane, même dans le monde religieux, et le monde chrétien occidental, avec cette part énorme du fantasme, du merveilleux. Alors, on a parlé aussi, la Chaise-Dieu. L'abbaye de la Chaise-Dieu fait chaque année, bon, je vais simplifier, une réunion annuelle. Donc là, il y a des moines. L'abbaye prend de plus en plus d'importance. Donc il y a des moines qui partent de Parthenay, Reims, Burgos, et d'autres qui partent d'Irsina, c'est-à-dire dans la Basilicate, l'Italie du Sud. Et là, on a des documents extrêmement précieux. Jean-Luc en a parlé tout à l'heure, oui. Donc là, par exemple, si vous partez pour vous donner une idée, pour aller à Irsina en voiture, maintenant il faut 2 jours et demi. Là, ils sont partis le 11 mars, ils sont arrivés le 22 avril à Saint-Jacques. Pardon, à la Chaise-Dieu. Ce qui est pas mal, hein. Alors après, il y a des choses qui sont un peu quand même spectaculaires, parce qu'on parlait effectivement de Tove à Saint-Nectaire, 7 heures. Alors au moins qu'ils aient des bons baskets, parce que c'est du trail, là. C'est pas... Alors, ça, voilà, ces mobilités, elles sont là. Donc on a 2 types de contacts. Moi, je vais les résumer à des contacts directs. J'ai vu un objet, j'ai tenu un objet, j'ai vu une personne, j'ai échangé avec des idées. Ça peut être des idées, des êtres humains, des images, des concepts, etc. Et après, bien sûr, il y a des concepts, des relations indirectes. Alors à Saint-Nectaire, vous avez comme en Auvergne, vous avez ces personnages dont le buste est humain et la partie inférieure est végétale. Donc l'héritage, c'est dans la Grèce hellénistique, c'est des personnages feuillagés. Vous en avez à Pompéi, en Italie, et on les retrouve aussi en Italie du Sud, j'y reviendrai. Par exemple, à Foggia, vous avez ce personnage d'angle là sur la corniche qui reprend presque mot pour mot le personnage de Saint-Nectaire. Il n'y a aucune discussion de chronologie. Mais ça aussi, ça appartient à la grande culture gréco-romaine, enfin le monde hellénistique, avec des contacts jusqu'en Inde, hein, parce que Mahastan au Bangladesh, il y a toute des séries de plaques de personnages dont les membres partent en rinceau. Alors ça, grosse question pour les historiens de l'art, est-ce que les objets évoluent par eux-mêmes en dépit des relations historiques, chronologiques, etc. Donc ça, c'est les grandes théories des historiens comme Baltrozaitis, ou au contraire, est-ce qu'il y a des liens et des chaînes à très long terme, que ce soit pour la technologie ou comme l'art, et ça, on rejoint plutôt les archéologues comme André Leroy-Gourand. Mais pour l'Auvergne, comme pour la Romande, il faut des référents prestigieux. Pour l'universalité, mon monument doit présenter ce qu'il y a de plus beau et s'inspirer aussi des grands frères, des grandes civilisations que sont, bien sûr, en premier lieu, Rome, Byzance, le monde arabo-musulman, mais l'autre Rome, la Rome de Saint-Pierre, c'est-à-dire le passé. On voyage dans le passé et on le réinjecte. Donc ici, par exemple, vous avez dans la cathédrale de Clermont-Ferrand, caché aux yeux de tous, un sarcophage où il y a l'hémorroïde avec cette femme, vous voyez, accroupie, on lui voit un peu les fesses, eh bien, elle est là. C'est une citation directe sur un des chapiteaux de Saint-Nectaire, Moïse et la fille de Pharaon. Moïse sauvé des eaux.
Après, vous avez aussi des vrais faux, c'est-à-dire que là, on fait, par exemple, c'est l'entour de la rue des Gras. Eh bien, on s'inspire du modèle de l'Antiquité tardive, mais il est fait au Moyen-Âge. Donc, ça fait partie aussi de ces jeux de référence et de citation pour affirmer aussi son importance. Je passe très rapidement sur le monde byzantin, parce que là, il nous faudrait 4 colloques. Mais le cas le plus connu, c'est la Vierge en Majesté, qui a été faite à Clermont pour Étienne II, qui est du Xe siècle, et qui a été répétée dans toutes les Vierges romanes. L'original à Clermont-Ferrand, dans la cathédrale, a disparu, et on le retrouve aussi sur les grottes de Jonas. C'est un modèle purement byzantin. Alors, ça ne posait pas de problème. Par contre, c'est l'influence ou les éléments ou les reprises du vocabulaire arabe là, qui ont provoqué énormément de problèmes. Pourquoi ? Parce que l'art roman, suivant les penseurs et les politiciens français, c'est le début du génie français. La France s'affirme en tant que nation créatrice et originale comme un élément essentiel. Et donc, le génie français s'exprime par l'art roman. Donc, forcément, il y a des influences. Bon, Byzance, ça va. Le monde arabo-musulman, ça ne va pas. Parce que c'est pas terrible, quoi. Enfin, pas terrible pour... suivant ces idéologies-là. Mais par contre, que la France rayonne sur les autres pays étrangers, ça ne pose aucun problème. Vous voyez, une mixité. Et la France, au XIe siècle, voilà, M. Frey est en train de pleurer de rire. Alors, ici, vous avez, par exemple, la mosaïque de Cordoue, la mosquée de Cordoue, qui est construite par toute une série d'étapes d'émirs et de califes. Donc là, vous avez ce décor de mosaïque en caractères arabes qu'on appelle les caractères koufiques. Eh bien, ici, sur les influences qu'ont repéré Émile Malle, enfin plusieurs autres chercheurs, on a sur les portes de la cathédrale du Puy-en-Velay, ici, des caractères koufiques sur les bandeaux verticaux, à droite et à gauche, ici et là. Vous avez aussi 2 minutes. Bon, alors après, vous avez la chasse de Saint-Calmin, qui est très connue, à Mozac. Eh bien, derrière le Christ, vous avez aussi des caractères pseudo-koufiques. Alors, ces signes, hein, on parle de la polychromie, des arcs polylobés, des fameux modillons à copeaux, de motifs orientaux qui sont répétés. Tout ça, ça marque effectivement la caractéristique d'un art roman qui s'inspire de modèles. Alors, comment les ont-ils eu? Bien sûr, on pense à Gerbert d'Aurillac, qui va devenir pape, dont il est à Aurillac, il va en Catalogne, et puis après, il monte dans le nord de la France, il va dans la région parisienne, il va dans l'Empire ottonien, il va à Ravenne, il va remonter dans l'Empire ottonien, puis après, il devient pape à Rome pendant 4 ans, dans lequel il décède, et il a ramené effectivement des éléments de mathématiques, de géométrie, des traités mathématiques et une très mauvaise traduction de Coran, mais ce n'est pas lui qui a amené ces éléments-là, mais c'est au moins un marqueur de série de contacts qui permet ainsi de... Alors, je passe complètement sur la Basilicate parce que, bon, voilà, il y avait des exemples si proches auvergnats et bon, ça peut s'expliquer. Mais simplement, pour conclure, je disais que le Moyen-Âge, c'est le mouvement permanent, le mouvement continu. Le Moyen-Âge naît dans le mouvement, les invasions barbares, et il ne cesse de bouger. Et la découverte des Amériques marque la fin du Moyen-Âge. Ces mouvements nécessitent des outils techniques, que ce soit du vocabulaire ou des cartographies, qui sont à reformuler ou à critiquer de façon positive et dont ma pauvre mise en perspective tente de proposer non pas des mises en place d'organisations territoriales, mais de dynamiques qui ne sont pas figées par des lignes ou des frontières. Ça relève de choix, de point de vue et d'échelle cartographique, de choix politiques et de choix sensibles, je le reconnais. Mais de cette cartographie dynamique, l'Auvergne n'apparaît pas comme une spécificité, qu'elle soit retardataire, novatrice, isolée ou quoi que vous voulez, mais elle fait partie d'un ensemble, et cette composante riche, est riche, certes, mais pleinement insérée dans son époque, ce monde dont la diversité en est la principale caractéristique. Et avant qu'on montre, et aussi qu'on montre caractéristique, celle de dialogue direct, indirect, avec les autres cultures. Merci.